Nous sommes aujourd'hui avec 4 étudiants qui vont nous parler de leur expérience étudiante à l'Université de Montréal. Nous avons également avec nous une professionnelle qui va nous aider à répondre à certaines questions. Donc, sans plus attendre, chers invités, je vous invite à vous présenter. Commencer, moi, mon nom, c'est Alexandre. Je suis étudiant en troisième année au bac initial de sciences infirmières à l'Université de Montréal. Puis je fais aussi partie de l'association étudiante comme coordonnateur aux affaires académiques. Bonjour à tous, je m'appelle Coralie Thibodeau. Je suis étudiante du bac initial en troisième année. Puis, je suis aussi la présidente de l'Association étudiante des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Bonjour, mon nom c'est Juliane Daou. Je suis étudiante en deuxième année en quatrième session du bac initial à l'Université de Montréal. Et je suis aussi dans l'Association des étudiants des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Je suis la vice-présidente. Moi, c'est Laurie Hébert. Je suis en troisième année aussi du baccalauréat formation initiale, dernière session. Mon nom est Camille Sasseville. Je suis responsable de la gestion des études. Donc, je suis dans l'équipe qui gère et coordonne les programmes du premier cycle, donc autant au niveau du baccalauréat initial que du programme de DEC-BAC. Donc, bienvenue. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui. J'ai quelques questions à vous poser. Donc, ma première question est la suivante. Pourquoi avez-vous choisi l'Université de Montréal et votre programme? Moi, premièrement, avant de commencer mon baccalauréat en sciences infirmières, j'étais en baccalauréat en chimie. Puis, il faut dire qu'il me manquait ce côté patient-là de pouvoir aider les gens. Et c'est exactement ce qu'on peut retrouver en sciences infirmières. C'est vraiment bien inscrit dans nos cours. Sinon, pourquoi l'Université de Montréal? Ben, elle a la plus grande faculté de sciences infirmières au Québec, francophone. Et puis, elle offre aussi le programme à l'hiver où moi j'ai commencé. Excellent, merci beaucoup, Alexandre. J'ai une autre question pour vous. Comment décririez-vous la vie étudiante à la fois dans votre programme, mais aussi à l'Université de Montréal? Je peux répondre à cette question-là. C'est sans grande surprise quand même qu'avec la pandémie, la vie étudiante est assez différente. Mais sinon, en temps normal, il y a quand même plusieurs événements qui sont organisés autant par l'Université de Montréal que par l'Association étudiante des sciences infirmières. Donc, on réussit quand même à s'amuser, malgré que le baccalauréat est quand même assez chargé. Merci beaucoup, Coralie, pour ta réponse. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous jugez que l'intégration est facile? Oui, je vais y aller. L'intégration, moi, je trouve qu'elle a été quand même facile. Je ne sais pas, là, concernant le COVID, si vous allez avoir des activités en fait d'accueil, mais déjà là, juste ces activités-là, c'est vraiment aidant pour l'intégration. Ensuite, la façon dont les cours sont faits, c'est qu'il y a vous êtes réunis en groupe dans tous vos cours. Donc ça l'aide vraiment à l'intégration. Vous faites des amis rapidement parce que vous retrouvez pas mal les mêmes personnes tout le temps au courant des cours. Donc, avec la façon que les cours sont faits, je trouve que l'intégration est assez facile et ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Laurie. J'ai une prochaine question pour vous. On sait que c'est temporaire, là, puis qu'éventuellement, on va recommencer à retourner sur le campus pour assister à nos cours, pour faire des travaux d'équipe, etc. Mais comment ça se passe pour vous, pour l'instant, les études à distance? Oui, donc je vais répondre. Ça va vraiment bien. En fait, les profs sont vraiment disponibles pour nous, autant sur la plateforme Studium, où il y a tous nos cours, ils répondent à nos questions, autant pendant les cours, si on pose des questions via les logiciels Teams et Zoom, lesquels on utilise beaucoup. Aussi, moi, j'ai remarqué que les étudiants, ils collaborent beaucoup ensemble. On s'entraide tous ensemble beaucoup, autant, sinon plus qu'avant la pandémie. Puis vraiment, là, la clé des études à distance, c'est vraiment comme la participation pendant les cours pour essayer de ne pas se sentir trop isolé, vraiment de participer, ouvrir son micro, ouvrir sa caméra si possible. C'est sûr que c'est pas tout le temps facile, mais ça vraiment bonifie l'expérience. Puis je trouve que la matière est quand même autant bien intégrée qu'avant. Puis il y a beaucoup de travaux aussi qui ont été très bien ajustés là, aux études à distance. Donc oui, ça se fait très bien. Merci beaucoup, Juliane. Je vais passer à ma prochaine question. Que pensez-vous de votre formation? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que c'est à la hauteur de vos attentes? Ben, je vais parler pour moi, évidemment, là, mais je parle aussi pour plusieurs de mes collègues. On est vraiment tous sur notre formation.
On apprend par des situations cliniques qui ont été vraiment vécues par des patients. Donc, c'est comme si on se retrouvait à l'hôpital, mais qu'on se faisait raconter l'histoire d'un patient. On a aussi beaucoup la chance de travailler notre autonomie parce qu'on apprend beaucoup par nous-mêmes et c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi aussi. Donc, en gros, par exemple, dans un cours, on pourrait me donner le cas de quelqu'un qui a des problèmes au niveau du cœur, donc l'hypertension. Et c'est comme ça qu'on va apprendre le système cardiaque. Donc, en faisant nos lectures, en discutant en équipe, c'est comme ça qu'on co-construit nos apprentissages. Sinon aussi, au travers du programme, on voit plusieurs sujets. J'en ai nommé quelques-uns, là, mais il y a la médecine générale, la chirurgie, la santé mentale, les soins critiques, mais aussi d'autres sujets comme le leadership. Puis c'est ça, ça va nous permettre de travailler toutes nos facettes au travers du baccalauréat. Merci beaucoup, Alexandre. Je vais passer à la prochaine question. Comment est-ce que vous qualifiez votre charge de travail? Je peux répondre à cette question-là. Je pense que la charge de travail, ça dépend aussi comment tu es comme étudiant. Ça dépend aussi comment tu veux t'impliquer, comment tu veux t'investir, à quel point les notes c'est important, si tu veux faire plutôt une maîtrise. Je pense que ça dépend aussi. Je ne cacherai pas quand même que c'est un bac assez rempli. Donc, on conseille quand même de ne pas trop travailler à l'extérieur. Tout dépend si vous êtes deck bac initial. Moi, j'ai préféré ne pas travailler au cours de mon bac parce que je voulais m'impliquer puis je voulais aussi me concentrer sur mes travaux et mes examens. Mais c'est vraiment relatif à vous, à vos attentes et vos objectifs. Merci beaucoup, Coralie. J'ai une autre question un peu en lien avec la dernière. Est-ce que vous jugez que c'est possible de concilier travail et études? Oui, mais je vais répondre. Puis je parle comme pour moi, mais pour plusieurs autres aussi. Donc, dans le fond, ça dépend vraiment. Ça demande beaucoup d'organisation, c'est sûr, mais selon moi, oui, c'est possible de travailler. Si vous voulez travailler dans le milieu de la santé pour prendre un petit peu d'expérience pendant votre baccalauréat, c'est très possible. Il y a beaucoup de milieux qui offrent une fin de semaine sur 2 pour travailler. Donc, c'est vraiment l'idéal. Ça laisse du temps pour faire nos études, nos travaux, parce que ça reste quand même un programme qui est à temps plein, mais même pendant la semaine, puis ça dépend des cours. Là, parfois, on a des petites périodes de libre. C'est sûr qu'il faut considérer qu'on a des études, comme je dis, mais sinon, oui, c'est très possible de travailler. Puis ça nous permet aussi de prendre l'expérience, dépendamment du milieu. Super, merci Juliane. J'ai une autre question pour vous. Quel est l'avantage de faire le bac directement au lieu de faire le DEC avant? En fait, c'est sûr que ça dépend de toute situation, mais moi, personnellement, je suis au bac initial, donc j'ai juste fait le bac. Et je trouve que l'avantage, c'est que tu es sûr, en fait, que tu veux faire ça. Puis ça permet aussi de comme condenser toute la matière du DEC et du bac ensemble en 3 ans. Donc, je trouve que ça le fait comme... C'est une étude qui est comme complet, puis que tu es sûr de vouloir ça. Merci Laurie. Je vais passer à ma prochaine question. À quoi ressemble une session typique? Mais ça ressemble beaucoup à une session du cégep, par exemple. Là. Vous pourriez avoir 4 cours théoriques puis un stage. Donc, chaque jour va être réservé à un cours. Donc, le lundi, vous pourriez avoir un cours de physiologie. Le mardi, un cours de médecine générale. Puis après, le mercredi, un laboratoire qui permet de revoir toute la matière ensemble qui vient la consolider. Puis sinon, on a aussi quand même, comme on a des cours évidemment, mais on a aussi des périodes libres qui nous permettent de faire nos lectures puis de faire nos travaux d'équipe éventuellement. J'ai une autre question. Est-ce qu'il existe des aides financières? Le gouvernement offre une aide financière aux études. Vous avez juste à écrire ça sur Internet, puis ça sort toutes les informations à ce sujet-là. En fait, j'ai vraiment pas d'autre chose à dire par rapport à ça. C'est tout décrit sur le site, tout dépendant du salaire que vous faites par année et tout. Ben, vous avez le droit à des prêts et bourses pour vos études. J'ai une autre question. Quelles sont vos aspirations pour le futur? Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire comme métier plus tard? Moi, je peux répondre à la question, en fait. Pour rejoindre aussi ce que L'Oréal a dit, le fait de faire un bac initial, ça fait en sorte justement que, tu sais, des fois à 17 ans, 18 ans, tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire plus tard. Donc, avoir fait Sciences de la nature ou un autre programme avant nous permet justement d'encore plus savoir qu'est-ce qu'on veut faire à l'université. Donc, aussi, le baccalauréat nous offre tellement d'avantages.
pour vrai, on peut tout atteindre, on peut tout faire une fois qu'on a un bac en sciences infirmières. On peut travailler dans n'importe quel domaine, on dirait toutes les unités possibles. Il y a aussi, tu sais, pas obligé d'être dans une terre, travailler dans une terre, dans le CLSC, CHSLD, dans une école, dans une mine, bref, partout. Il y a des infirmières vraiment partout. Moi, ce que j'aimerais faire pour l'instant, c'est m'amener pour une maîtrise. Donc, on verra par la suite. J'ai une question aussi par rapport aux opportunités d'emploi. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Puis aussi, est-ce que le taux de placement est bon? Oui, ben, je vais vous en parler un petit peu. Ben, en ce moment, il y a beaucoup d'infirmières qui sont recherchées dans tous les milieux. Donc, comme Coralie elle a dit, des infirmières cliniciennes, il peut en avoir partout, autant dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les groupes de médecine familiale. Il y en a au privé. Fait que vraiment, il y en recherche partout, partout, partout. Puis, dans le fond, aussi, ce que je trouvais bien, c'est qu'avec les stages, on peut explorer les différentes places, puis ensuite à appliquer dans un endroit qui nous a intéressés. Donc, oui, les infirmières, ils en recherchent beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai une autre question, en fait, qui nous vient d'un inscrit à l'événement d'aujourd'hui. Quel est le meilleur parcours, entre parenthèses, honor ou international, si on souhaite se rendre au doctorat? En fait, à la troisième année, vous avez l'option internationale, qui est dans le fond que le stage final est à l'étranger. Ça, il y a des critères pour faire partie. Vous allez être informé en temps et lieu, mais c'est une possibilité. Pour qu'est-ce qui est du programme Honor, dans le fond, c'est dans le fond commencer des cours de la maîtrise à ta troisième année de bac. Comme ça, ils sont déjà crédités. Si jamais tout de suite après ton bac, tu veux poursuivre à la maîtrise. Sinon, oui, pour faire un doctorat, en fait, je pense pas qu'il y ait de parcours parfait ni idéal. Je pense que c'est vraiment à ta façon que tu vas créer ton chemin. Évidemment, les notes sont assez importantes pour pouvoir accéder à la maîtrise. Tous les détails, de toute façon, pour les maîtrises plus tard, tout est sur tous les sites Internet des universités quant aux critères d'admission. Sinon, comme j'ai dit tantôt, un baccalauréat peut t'apporter tellement de belles opportunités. Mais je ne pourrais pas dire qu'il y a un parcours, je pense, parfait. Ma prochaine question pour vous est la suivante. À quoi ressemblent vos horaires de cours? Oui, je peux y aller. En fait, c'est comme Alexandre a dit plus tôt, là, chaque jour, ça va être une matière différente. Donc, le lundi, par exemple, ça peut être santé mentale. Le mardi, ça peut être périnatalité, etc. C'est sûr que vous allez avoir, ça ne sera pas une horaire de 8 à 5 chargée parce que c'est beaucoup de travail à l'extérieur des cours. Mais c'est ça ressemble généralement à ce que vous aviez au cégep. Un horaire assez fixe. Il peut y avoir des modifications au cours de la session, mais c'est ça. Généralement, c'est fixe, puis vous allez être informé si jamais il y a des ajustements qui sont faits par les professeurs. Merci beaucoup, Laurie. Donc, ma dernière question pour vous, puis je vous invite tous à répondre si jamais ça vous tente. Qu'est-ce qui va le plus vous manquer de l'Université de Montréal une fois que vous serez plus étudiant, en fait? Je peux commencer. Donc, moi, personnellement, ça va être vraiment la communauté étudiante. Notre programme fait en sorte qu'on peut créer vraiment beaucoup de groupes d'amis. Je me souviens plus c'est quel de mes collègues, mais ils l'ont mentionné. Chaque cours, on a un groupe différent. Et donc, ça nous permet de vraiment rencontrer plein de gens fantastiques et de se faire plusieurs gangs d'amis. Sinon, ce serait aussi, je dirais, par ça, l'énergie des étudiantes en santé infirmière. Elles veulent toutes changer les milieux, ils ont toujours un désir de pouvoir sur les milieux pour pouvoir améliorer la vie des patients. Puis ça, je trouve ça vraiment fantastique. Puis sinon, il y aurait aussi des multiples possibilités de s'engager dans la vie étudiante, que ce soit par les associations étudiantes, les comités ou les groupes étudiants. Donc, on a déjà fait le tour des questions que j'avais à vous poser, mais là, je vois qu'on en reçoit beaucoup via la boîte qui est R. Donc, j'ai une première question pour vous. À quoi ressemblent les travaux d'équipe? Dans le fond, les travaux d'équipe, il y a des fois la possibilité que tu choisis les membres de ton équipe, mais des fois, sont imposés par des équipes d'approche par problème. Donc, soit c'est des équipes environ entre 7 et 10 personnes.
Des fois, c'est l'équipe, puis on le divise en deux. Donc, ça dépend vraiment des travaux. Mais tu sais, le baccalauréat est fait en sorte que tout au long, on travaille en équipe. Donc, c'est vraiment plaisant. Puis même sur un marché de travail, tu vas toujours travailler en équipe avec tous les différents professionnels de la santé. Donc, ça nous pratique déjà à bien s'entendre et à bien collaborer. Ah, si je peux Ah, poursuivre avant que tu vas-y, ailles, Camille. Alexandre. Mais oui. Donc, c'est ça, les travaux d'équipe, il y en a plusieurs. Il y a le modèle le plus utilisé, c'est celui de la démarche de soins qu'on appelle, où on prend vraiment un patient et on le suit sur plusieurs facettes. Puis c'est vraiment la meilleure des pratiques, là, parce que dans nos milieux, quand on rencontre un patient, bien évidemment, on veut comprendre ce qu'il vit, puis après intervenir. Donc, c'est vraiment une pratique pour ce qu'on fait plus tard en tant qu'infirmière. Si je peux me permettre, je voulais juste apporter une petite spécification parce que généralement, quand je fais des activités de recrutement, il y a une rumeur qui circule, donc je me permets de la démystifier tout de suite. Je vous rassure, les apprentissages dans les deux programmes, autant au niveau du baccalauréat initial que dans le DEC-Bac, les apprentissages se font majoritairement en équipe. Mais l'évaluation des compétences, donc la majorité des examens et des travaux sont individuels. Donc, c'est vraiment l'apprentissage, il y a une co-construction en équipe qui se fait pour qu'on arrive le plus loin possible dans le développement des compétences et que tous nos étudiants deviennent le meilleur ou la meilleure infirmier ou infirmière possible. Mais l'évaluation, donc les travaux, les examens, c'est vraiment majoritairement individuel. Quand on a besoin d'évaluer, par exemple, la compétence de collaboration, ben là, on va demander des travaux d'équipe, mais ils ne sont vraiment pas majoritaires dans l'ensemble du programme. Okay? L'évaluation demeure individuelle dans la grande majorité là, des cours. Merci beaucoup de vos réponses. Je vais passer à une prochaine question. Laissez-moi savoir si vous êtes capable d'y répondre. Le cheminement en eux est-il vraiment demandant à ce stade du bac? Donc, le cheminement honor, ça s'adresse à des étudiants qui ont vraiment obtenu une moyenne générale très élevée tout au long du bac. Et la raison à ça, c'est que oui, effectivement, là, il y a un effort supplémentaire à fournir. C'est sûr qu'on vous accompagne là-dedans. On s'assure que vous soyez prêts. On met des choses en place pour que ça aille bien, mais je vous mentirais que de vous dire que c'est facile. OK? Donc oui, effectivement, il faut mettre l'effort. Ça vient avec un diplôme particulier. Donc, les étudiants qui participent au cheminement international ou honor ont un diplôme avec une mention dessus. Donc, effectivement, là, mais ça vient aussi avec un peu plus d'effort, là. On va passer à une prochaine question. Est-ce qu'un bac a plus d'opportunités d'emploi qu'un DEC? Et en termes de salaire, est-ce que c'est assez différent? En fait, les infirmières du DEC, elles sont nommées les infirmières techniciennes, alors que les infirmières du bac sont nommées infirmières cliniciennes. Elles ont accès, les infirmières cliniciennes, donc celles du bac, à plus de postes. Donc, certains postes aux urgences, aux soins intensifs, tous les postes en CLSC ou en GMF sont réservés aux infirmières cliniciennes. Et dans les milieux, des fois, par exemple, il y a d'autres postes qui peuvent être réservés à ce type d'emploi-là. Aussi, par rapport au salaire, donc, nous, on a une convention collective, on négocie le salaire avec le gouvernement dans le milieu public. Et donc, oui, il y a une différence dans le salaire. Si je me souviens bien, au plus haut échelon, il y a une différence d'environ 6 de l'heure. Je ne vais pas me mentir, là, mais si vous pouvez le rechercher, là, je pense que c'est ça à peu près. Je vais passer à une prochaine question. Je suis infirmière auxiliaire et je travaille à temps plein. Est-ce que ce programme s'offre à temps partiel ou y a-t-il une formule pour pouvoir concilier tout ça? Peut-être que je peux me permettre de répondre. Donc, les deux programmes, en fait, là, pour vous, ça va être le bac initial qui va s'adresser là, aux infirmières auxiliaires. Le programme, il est officiellement offert à temps plein. Donc, c'est un programme de 3 ans, mais pour lequel, selon le règlement, les étudiants ont 5 ans pour le compléter. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que au moins la première année du programme peut être allégée. Okay? Donc, on peut faire la première année en 2 ans, si on le souhaite. Donc, ça donne une formule de temps partiel.
mais les 3 années ne peuvent pas être réalisées à temps partiel. Donc, il y a moyen de faire certains aménagements à certaines sessions. Puis ça, on pourra le faire ensemble. Les responsables de la gestion des études ont dans leur mandat d'accompagner les étudiants et de regarder les cheminements. Mais comme ça a été très bien décrit là, en début là, de séance là, par 2 étudiantes avec nous ici, c'est un programme qui nécessite un investissement de plusieurs heures par semaine. Hein. Je vous dirais que c'est, nous, dans la façon dont on calcule la charge de travail d'un étudiant, ça donne environ 45 à 50 heures par semaine à temps plein. Donc, c'est sûr que il faut garder ça en tête. Quand on tombe à temps partiel, par exemple, pour une année ou une année et demie, ben là, on peut descendre à peu près 20 heures. Donc, on peut arrimer d'autres choses avec ces heures-là. Mais on le sait qu'un étudiant qui met pas le temps nécessaire, ben ça va être plus difficile de réussir son parcours. Merci beaucoup, Madame Sasseville. J'ai une prochaine question pour vous qui nous vient d'un participant. En ce qui concerne les stages, comment sont-ils intégrés dans la session? Les stages sont intégrés en même temps qu'un cours. Par exemple, vous avez soins critiques. De façon théorique, vous allez avoir en même temps le cours, le stage de soins critiques. Mais vous n'avez pas un stage à chaque matière, mais vous avez un stage à chaque session. Merci beaucoup. J'ai une prochaine question, mais laissez-moi savoir si vous êtes capable d'y répondre. Est-ce qu'il y a une différence entre le programme au campus de Laval et le programme au campus de Montréal? Travaillant principalement au campus de Laval, en fait, les numéros de programme sont différents. Donc, par exemple, le bac initial à Laval, c'est le 1-630-1-8 et à Montréal, c'est le 1-630-11. Même chose pour le DEC-BAC. On a le 1-630-1-9 à Laval, 1-630-12 à Montréal. Mais en termes de contenu et de cycle de cours, ce sont exactement les mêmes cycles. Puis je vous dirais que même généralement, ça va être sensiblement les mêmes équipes enseignantes qui vont se déplacer sur les 2 campus pour offrir les cours. Je vous dirais là que la différence principale entre les deux, le campus de Laval, c'est tout petit. Hein? Tous les cours se suivent dans le même pavillon. Les groupes d'étudiants sont un peu plus petits aussi. On a des cohortes moins grandes. À Montréal, c'est là qu'on a nos plus grandes cohortes. Mais c'est aussi là que la vie étudiante est la plus développée. Donc, les étudiants qui aiment l'intimité, se retrouver en plus petits groupes et rester toujours dans le même pavillon vont généralement favoriser le campus de Laval. Et ceux qui aiment la vie de Montréal, qui ont envie de se déplacer, de visiter plusieurs campus, pas plusieurs campus, mais plusieurs pavillons différents, parce que le campus principal à Montréal, hein, c'est grand, ben, vont préférer aller à Montréal. Puis je vous dirais que ce que je vois le plus, en fait, c'est que les étudiants vont un peu choisir le campus en fonction de leur lieu de résidence. C'est plus comme ça actuellement que le choix là, va se faire. Quand vient le temps de choisir des places de stage, c'est souvent des places de stage qui sont communes aux 2 campus. Donc, on ne favorise pas nécessairement les étudiants de Laval pour aller en stage seulement sur la Rive-Nord. Là. Les étudiants de Laval ont des places de stage sur la Rive-Nord à Montréal. Puis les étudiants de Montréal ont aussi des opportunités d'aller en stage dans le Grand Montréal, donc dans la région élargie. Là. Donc, voilà. Merci beaucoup, Madame Sasseville. J'ai une prochaine question pour vous. Avez-vous des conseils sur la façon d'obtenir les meilleures notes possibles en balançant travail et études, selon vos expériences personnelles et ce que vous avez observé? Bien, je peux peut-être répondre. Ben, c'est sûr qu'il faut de l'organisation, là, ça ne sera pas mentir de dire ça. Aussi, je pense que de participer beaucoup dans les cours, ça permet de vraiment bien intégrer la matière, puis de faire, je ne dis pas de ne pas faire de travail à l'extérieur des cours, mais de peut-être moins rattraper ce qu'on n'aurait pas eu en ne pas participant au cours. Mais travailler, ça se fait très bien, c'est juste qu'il faut vraiment bien se garder des périodes d'études, puis pas négliger cet aspect-là. Comme étudiante, on peut voir les horaires de session un petit peu à l'avance sur notre plateforme Studium.
Donc, de bien planifier à l'avance, c'est toujours bien, vraiment, en fonction aussi des dates de remise des travaux. C'est sûr que ça l'aide, comme ça, on n'a pas de surprise, puis on peut se prendre d'avance, puis de ne pas laisser traîner ses études derrière, puis de se ramasser tout à la fin, là, c'est la pire chose qu'on peut faire. Fait que vraiment d'y aller une chose à la fois, puis de bien s'organiser. Merci beaucoup pour tes conseils, Juliane. J'ai une prochaine question pour vous. Est-ce que les stages se font obligatoirement le jour? Je peux y aller. Dans le fond, on utilise une plateforme. Là. Il y a une plateforme où on peut voir toutes les disponibilités de stage. Et il y a des disponibilités de stage. Souvent, c'est jour, soir. J'ai entendu aussi qu'il y en avait de nuit pour certains milieux. Mais habituellement, il y a quand même plusieurs disponibilités. Et c'est pas, par exemple, je donne un exemple, 80% de jour puis 20% de soir. Et là, tout le monde se jette sur des places de soir. Il y a quand même une belle variété, autant pour les horaires que pour les places aussi. Merci beaucoup, Alexandre. J'ai une autre question qui nous vient d'un participant. Quand on parle de temps complet, ça veut dire combien de jours par semaine? Euh, Probablement, vous en avez entendu parler. À la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, en général, ce qui nous démarque, c'est qu'on fonctionne beaucoup avec de la classe inversée ou de l'approche par problème, ce qui veut dire qu'on se doit de laisser du temps libre aux étudiants pour qu'ils fassent les lectures ou la préparation qui leur est demandée avant d'arriver dans une activité. Donc, je vous dirais qu'en général, là, dans les horaires là, que je suis en train de finaliser pour l'année prochaine, par exemple, ça ressemble à peu près, là, je vous dirais, à 4 jours par semaine, mais pas la journée au complet. Parce qu'on doit vous laisser le temps, par exemple, entre 2 séances d'approche par problème, on doit vous laisser le temps de faire un 12 à 15 heures de lecture. Même chose, avant de vous présenter dans une activité de simulation, on doit vous laisser un 3 à 6 heures pour préparer l'activité de simulation, regarder les vidéos de la procédure de soins avant d'arriver dans le laboratoire, parce que là, vous allez pratiquer. Donc, ça donne à peu près 4 journées par semaine, mais le temps qui n'est pas investi pour des activités en présentiel ou à l'université, ben il faut l'organiser quand même pour faire ce qui est nécessaire là, pour bien réussir les cours. Et je ne sais pas s'il y en a un ou quatre qui aimerait ça, là, nous décrire un peu comment ça se passe une séance en approche par problème. Dans le fond, habituellement, il y a 2 périodes. Donc, en 3 heures, il y a 2 périodes d'1 heure et demie. Donc, il y a ce qu'on appelle un aller et un retour. L'aller, c'est vraiment où on lit une situation. Donc, comme tantôt, je parlais de la situation avec le cœur, l'hypertension. Donc, on lit la situation d'un patient, on apprend sur lui et en équipe, on va se poser des questions sur qu'est-ce qu'on pourrait apprendre ou approfondir cette situation-là et on pose des hypothèses sur ces questions-là. Ensuite, on retourne chez nous, on va faire nos lectures et quand on revient dans un retour, et là, c'est là qu'on met en commun nos acquis. Donc, on revient sur tout ce qu'on a vu durant nos lectures et on répond aux questions et on fait surtout un schéma pour tout embriquer nos apprentissages et vraiment consolider et après que l'examen ce soit très, très, très fluide. Peut-être prendre encore une ou deux dernières questions de la part des participants. Donc, il y a quelqu'un qui nous demande, donc si je comprends bien pour les stages, le milieu n'est pas imposé et donc on a un choix? Ça dépend des stages, mais habituellement, je dirais qu'on a entre 3 et 5 choix à faire. Et on nous demande toujours de faire des choix parce que, dans le fond, ça se pourrait qu'on n'ait pas le choix qu'on a demandé, mais c'est la raison pour laquelle on nous demande de prendre plusieurs milieux qui nous intéressent. Et comme ça, ils comprennent bien c'est quoi qu'on recherche. Donc, je donne un exemple. Si en santé mentale, vous mettez dans vos choix plusieurs milieux où c'est peut-être plus de la pédopsychiatrie, et donc, ils vont toujours essayer de vous garder dans ce genre de milieu-là, même si ce n'est pas le milieu propre. Donc, on a toujours beaucoup de choix selon les milieux, et c'est comme ça qu'ils arrivent à respecter les choix de tout le monde.
On a une autre question. Est-ce que c'est possible de commencer notre baccalauréat au campus à Montréal et par la suite changer pour aller au campus Laval pour la formation DEC-BAC? La réponse à ça, c'est oui. Par contre, il faut faire attention à l'offre de cours. À Montréal, on a des admissions à l'automne seulement, tandis qu'à l'hiver, on admet autant au bac initial qu'au DEC-BAC à l'automne ainsi qu'à l'hiver. Donc, c'est sûr que pour un étudiant qui est admis à l'hiver au campus de Laval, ben, l'offre de cours à laquelle il va être rendu dans son cheminement sera jamais offerte à Montréal. Donc, c'est ce qui pourrait faire en sorte qu'on ne puisse pas accepter, par exemple, cette demande de transfert-là. Mais dans le cas contraire, un étudiant qui, par exemple, débuterait à l'automne à Montréal et qui déménage ou qui, pour une raison ou une autre, veut transférer vers Laval, bien oui, c'est possible de le faire. Donc, il peut nous écrire un courriel, puis nous, à la prochaine session, on le transfère et on l'inscrit dans les cours du campus de son choix. Excellent, merci beaucoup. Et j'ai une dernière question pour vous. Outre durant la pandémie, est-ce que certains cours se font en ligne? Je peux me lancer encore une fois. La plupart des cours en fait, tous les cours sont en présentiel. La raison pour laquelle ils sont très présentiels, c'est que ça facilite vraiment l'énergie d'équipe. C'est beaucoup plus difficile de recréer une énergie d'équipe quand on est par caméra. Et puisque les groupes d'apprentissage par problème sont habituellement des groupes de 8 à 10 personnes, mais souvent, on va être en rond autour d'une table et c'est là qu'on met nos acquis ensemble. Et c'est une énergie qui est plus difficile à recréer en ligne. Même chose pour les laboratoires, pour les grands cours. Quand les professeurs veulent bien comprendre si les étudiants assimilent bien la matière, eh bien, ils aiment ça voir nos réactions et il n'y a rien de mieux qu'une réaction en présentiel. Je ne sais pas si je peux comme ajouter, mais normalement, quand il n'y a pas la pandémie, on fait quand même toutes nos lectures à la maison, puis on va à l'école pour les cours. Fait que ça crée comme un peu le parfait équilibre entre faire du travail chez nous, plus individuel, puis faire le travail à l'école, en équipe ou quand on a des cours magistraux. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, voilà ce qui conclut déjà la séance. Merci beaucoup à chacun d'entre vous du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Donc, ça fait un réel plaisir de vous parler. Et finalement, je vous invite à nous suivre sur Instagram. Donc, on a une page qui s'appelle umontréal.futurétudiants où vous pouvez suivre justement le parcours d'étudiants et de futurs étudiants de l'Université de Montréal. Merci à tous d'avoir été là et à très bientôt.